Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et cette semaine, je suis avec Viviane Martinova-Croteau. Bonjour Viviane. Salut François. Et Jérémy Lepage. Bonjour Jérémy. Salut François, ça faisait un bail. Ça faisait un bail, on est content de te retrouver. Et cette semaine, ça a l'air que le Canadien a éliminé Toronto. Puis, moi je pense qu'on n'a rien de plus important à dire. Ouais. Il s'est passé quand même des belles petites choses positives, négatives. Ouais, on va en parler aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans ces sujets, on va avoir des gros sujets ce soir, sujets sérieux, sujets plus légers. Je voulais quand même vous partager la nouvelle possibilité qu'il y a d'avoir des formations avec des experts en organisation politique et en politique, en campagne, via les engagés publics. La meilleure manière à la base d'encourager les engagés publics. Si vous aimez ce que vous entendez, si vous aimez ce que vous écoutez dans les vidéos, la meilleure manière de faire ça, c'est vraiment de devenir un Patreon en allant sur patreon.com/engagé public, toujours avec des S. Ça vous offre différents avantages en devenant un Patreon. Ça vous donne accès à des contenus exclusifs et surtout, c'est l'endroit pour avoir ces formations politique d'experts avec une grande expérience pratique. Pour devenir donc un Patreon, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur le site web et vous aurez accès à ces formations où on vous apprend. On commence avec 3, mais il y en a d'autres qui sont en préparation dans ma cour et on risque de faire ça année après année après année. Les formations vont s'accumuler, donc on pense qu'il va y avoir un beau savoir qui va s'accumuler là. Donc, vous pouvez devenir Patreon en vous abonnant sur cette plateforme-là. Je vais vous le dire de manière la plus transparente possible. Chaque dollar reçu, on est très content des gens qui sont déjà Patreon, merci beaucoup. Mais chaque dollar reçu par les abonnements va dans le projet des engagés publics, sera réinvesti pour, par exemple, m'acheter un crise d'ordinateur qui fonctionne puis qui fait pas que ça fait 30 minutes qu'on est en train d'essayer de setuper ça. Ça va aider un petit peu. Ça fait vraiment 30 minutes qu'on essaie de setuper ça. C'est vraiment 30. Donc, ça va aider à améliorer peu à peu les balados et bien sûr les formations également. Donc, merci à toutes celles et ceux qui sont Patreon et qui pensent devenir un Patreon des engagés publics. Mais sinon, rentrons dans nos sujets. Je ne sais pas si on va en parler longtemps, gang, mais la fameuse COVID, on est sur, enfin, on dirait, la sortie de cette pandémie-là. Ouais. Donc, maintenant, les rassemblements extérieurs sont autorisés. Vous le savez, il y a quelques excès à Québec qu'on a vus là, dans le parc Victoria, également au Vieux-Port de Montréal. Donc, il y a des discussions dans les courses à la mairie des villes respectives si on devrait interdire l'alcool dans les parcs après 20 heures. Les candidats et candidates en parlent. On prévoit que la rentrée collégiale et universitaire se fera sans distanciation sociale si 75% des gens sont vaccinés. Je pense que ça a été confirmé aujourd'hui qu'on a atteint le 75% des adultes. Pour la première dose. Pour la première dose, c'est vrai. Mais là, on parle des 2 doses, j'imagine, pour le 75%. Ouais. Je pense que ouais. Et finalement, avec leur ouverture, les restaurants ont de la difficulté à retrouver de la main-d'œuvre. Parce qu'ils ont changé de domaine, hein, ils ont trouvé peut-être d'autres avenues. Donc, ce ne sera pas facile de ce côté-là. Jay, ça fait un bout qu'on t'a pas vu, là. Comment ça a été? Comment va ta nouvelle vie? Tu es de retour aux études. Comment ça va à Sherbrooke? Comment tu te sens dans ton coin de pays? Moi, c'est ça. Pour faire un petit résumé de topo de ma vie, parce que bref, les engagés publics et tous nos auditeurs s'intéressent exactement à ça. C'est pas vrai. Vas-y. Je vais quand même faire un petit résumé. Moi, je suis à ma dernière session de bac à l'université. Tu sais, François, j'étudie en économie. Je finis mon bac cet été et entre-temps, j'ai été accepté au HEC à la maîtrise en économie appliquée. Donc, je suis vraiment content. Je vais pouvoir poursuivre mes études à Montréal. Je viens de me trouver un loyer très, très cher, d'ailleurs, à Montréal. François, tu dois savoir ça. Puis, ça me fait un peu chier, mais j'ai pas trop le choix. C'est pour mes études. Fait que je vois ça un peu comme un investissement personnel. Puis, j'ai vraiment hâte. Fait que là, c'est ça, c'est l'été. Il y a de moins en moins de restrictions. J'essaie de profiter du soleil le plus possible, d'avoir du fun, puis de profiter de mes derniers temps à Sherbrooke, parce qu'après, je vais déménager à Montréal. Puis, ça va être sérieux. Ça va être sérieux. Ouais, mais là, t'es en zone jaune à Sherbrooke, puis là, tu t'en viens en zone pas encore orange. Ouais, on est encore en orange à Sherbrooke. Ah oui, d'accord. Oups. Ouais, j'ai vérifié tantôt, on est encore en orange. Je sais que ça change un peu les réglementations en termes de personnes, mais
Ça doit aussi être comme ça autant dans les zones jaunes qu'orange. Les gens, on a juste l'impression que la vie vient de repopper, puis là, on veut juste tout le temps, genre les terrasses, les stories Instagram, là, il y a juste des terrasses puis des bières qui se prennent des terrasses. Les parcs sont pleins. Puis genre, ça fait un peu du bien de voir que les gens profitent du dehors, puis que, genre, collectivement, c'est comme un gros poids, on dirait qu'on a l'impression qu'il s'en va des épaules. Ça fait du bien. Fait que là, c'est le retour à la vie normale, tu sais, puis ça a quand même été une transition tout en douceur, en tout cas dans les dernières semaines. Viviane, tu penses-tu que ça a bien été géré? Tu sais, on avait des objectifs qui étaient clairs, on les a atteints. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, je pense qu'ils ont peut-être un peu appris, disons, de tous les couacs, parce qu'il y en a eu beaucoup de la gestion de la pandémie, là. Moi, une chose que je remarque et que je souligne particulièrement, c'est le fait d'avoir fixé des objectifs en se gardant, moi je pense en fait que c'était voulu, là, en se gardant une marge de manœuvre. Donc, ils se sont fixés des objectifs qui étaient très, très raisonnables. Puis là, maintenant, on devance ces objectifs-là. On arrive à 75% des adultes vaccinés, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, François, pour la première dose, 3 semaines plus tôt que ce qui était planifié. Donc là, une bonne tape dans le dos, on est content. Ça, c'est ce qu'on voulait pour la Saint-Jean, Viviane? Le 75%? Oui, c'était pour la Saint-Jean. Donc, on est vraiment 3 semaines plus tôt. Et je pense que c'était voulu de promettre un peu plus... tu sais, en anglais, on dit under promise, over deliver, là. Ouais. Parce qu'on avait besoin de bonnes nouvelles comme ça, puis on avait besoin, enfin, de quelque chose qui va mieux que ce qu'on attendait, et non un cas comme de dire « Ah, à Noël, vous pouvez vous rassembler à 10 personnes, puis finalement, on annule Noël. » Ouais, c'est ça. Ça, c'est pire. Qui était exactement l'opposé, puis ça sape le moral de tout le monde. Ça fait l'effet inverse. Ouais. De mon côté, j'ai trouvé ça intéressant quand même, là, au niveau du ton. Écoutez, je le dis bien humblement, puis Jay, on a tous l'expérience pratique ici, là, les trois en politique, là, on sait que c'est pas facile. Mais maintenant que là, je pense qu'il reste officiellement 2 semaines de travail intensif à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, et la session parlementaire va être terminée, puis là, ça va être des vacances bien méritées pour tout le monde. Mais puisque cette pandémie-là se termine, je me questionne beaucoup sur le ton que j'ai entendu chez les partis d'opposition surtout. Puis j'espère que l'été sera l'occasion de faire des tournées estivales pour les 3 partis d'opposition. Je suis très triste de vous dire publiquement que j'ai adoré le travail du PLQ dans les dernières semaines et dans les derniers mois. Je l'ai trouvé beaucoup plus constructif et le ton était vraiment meilleur malgré toutes les critiques et les joutes politiques qu'il peut y avoir, là. Mais je comprends qu'on était en pandémie, c'est difficile pour les partis, mais il y a une déconnexion. Il semble avoir une déconnexion entre ce que les partis prônent à l'Assemblée nationale, l'opposition, là, et ce qu'il y a dans la population. Et j'espère beaucoup qu'il y aura des tournées estivales qui permettront de sortir des bulles politiques, sortir de la bulle de l'Assemblée nationale. Et je dis pas que j'ai la vérité de la palisse personnellement, là, mais dans l'exercice de la chose pour avoir vécu l'expérience politique, ce qui est important à l'Assemblée nationale dans la joute politique, c'est pas nécessairement ce qui est important dans la population. Et c'est pas pour rien en ce moment que la CAQ est aussi forte et trône dans les sondages. Je pense qu'il y a quelque chose où la CAQ répond bien dans le contexte actuel. Et ça a été un petit peu... ça a été difficile pour les oppositions de d'abord se tailler une place dans l'actualité, ce qui est très compréhensible. Mais je pense que je vais essayer de le verbaliser comme ça. Ça serait plus intéressant d'entendre les solutions puis les propositions qui sont concrètement à la population, puis les choses qui ont une influence, comment ils peuvent aider la vie des gens, plutôt que d'essayer de faire pogner le gouvernement ou de le faire tomber ou de rester... Quand on le sent que c'est juste pour faire mal au gouvernement, ça sonne comme pas honnête. Puis
j'avais le goût de partager ça humblement comme ça parce que la préparation électorale s'en vient. Normalement, si les partis font leur job, là, au retour des vacances, c'est la préparation électorale qui s'en vient pour 2022, déjà. Et j'espère que donc l'été sera propice de repos pour les partis d'opposition, mais de repositionnement pour aider les gens et pas seulement sa base électorale, parce que c'est pour servir tout le monde. Je veux dire, quand on fait juste servir sa base électorale, généralement, ça va nous mener à avoir une plus petite députation où il n'y a pas de croissance possible. Là. Donc, en regardant les comtés et les secteurs de croissance, les châteaux forts, mais aussi les secteurs de croissance où les oppositions peuvent aller chercher, à les séduire, à les convaincre, je pense que ça va être intéressant d'écouter ces gens-là qu'on peut séduire et convaincre, puis d'apporter d'autres choses que ce que veut la base. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai eu un malaise dans les derniers mois si j'ai des oppositions. Si je peux peut-être commencer, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec toi, François. Par exemple, la performance de Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, je trouve qu'elle est très bonne. Ça me dérange parce que... Toi aussi, hein? T'es pas fait le tuer? Oui, ça me dérange vraiment beaucoup, mais je la trouve très bonne, puis ça me... Comment dirais-je? J'espère que les gens vont se rappeler que le Parti libéral, c'est le parti de l'austérité, c'est le parti qui a fait qu'on est aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. Ils vont faire comme Denis Coderre, ils vont faire un petit job là, d'image, puis là... Non, parlons pas de Denis Coderre. Il n'était pas dans les sujets prévus ce soir. Donc, ça me dérange, mais c'est une adversaire performante, je trouve, puis j'ai trouvé aussi qu'elle était souvent constructive. Par contre, un des gros dossiers dont on a discuté à l'Assemblée nationale cette semaine, c'est le troisième lien, en fait, cette semaine, puis les semaines qui précèdent, là, c'est le troisième lien, le méga tunnel entre Québec et Lévis pour 10 milliards de dollars, 1 milliard par kilomètre de construction, complètement absurde. Puis, si tu trouves peut-être que le ton des oppositions était peut-être trop hargneux à ton oreille, moi, je pense que le sujet le nécessite. Parce que 10 milliards, c'est une somme immense. Je pense que c'est nécessaire d'avoir des discussions très, très sérieuses sur où est-ce qu'on décide d'investir cet argent-là qu'on se retrouverait à avoir tout à coup, alors que on va en parler tout à l'heure, mais les négociations avec le secteur public stagnent encore. Donc, je pense que c'est de faire un bon travail d'opposition que d'être très, très, très critique de ce projet-là. Puis tu parlais aussi en tant que fin stratège politique des endroits, des circonscriptions, des gains peuvent être faits. C'est sûr que moi, je suis, étant membre de Québec solidaire, c'est ça que je regarde. À Québec, c'est le gros enjeu, là. Puis Sol et Catherine qui forment le noyau dur du village gaulois à Québec, mais ils sont un peu... je dirais pas à la tête, mais définitivement dans le moton qui du leadership du projet de la mobilisation contre le troisième lien. Puis je pense que c'est un travail qui est important, puis qui est pas tant que ça à porte-à-faux de ce que pense la population. Parce que le reste du Québec aussi, il faut le dire, est assez contre ce projet-là. Là. Ben, avant que j'y aille, Jim, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi j'ai un cours de modèle d'impact économique en ce moment à ma session d'été, puis on analyse les différents modèles. J'apprends à connaître les différents modèles qu'un économiste peut utiliser pour analyser différents projets. Puis dont le premier qu'on a vu, c'est l'analyse coût-bénéfice. C'est un projet simple, de moins en moins populaire, mais qui fait juste prendre les coûts d'un projet puis les revenus potentiels d'un projet, mixer ça, puis voir si, avec un taux d'actualisation X que tu détermines, voir si ton projet est rentable. Mais à 10 milliards comme ça, là, j'aimerais ça voir, mettons, concrètement, une analyse coût-bénéfice qui te dit, genre, OK, ben, tes bénéfices vont être là, qui vont surpasser tes milliards. Puis ça, c'est vraiment d'un point de vue économique. Mais au-delà de ça, tu as aussi l'enjeu environnemental qui est très important. Surtout l'enjeu environnemental. C'est ça, qui est très important parce que tu mets plus de routes, tu rends plus accessible la voiture sur la route et surtout, tu fais en sorte que tu crées un incitatif énorme. Dans le fond, tu dis aux citoyens, check, il va y avoir plus de routes, donc finalement, tu vas être moins dans le trafic. Donc finalement, avoir une voiture, ben, ça va être moins contraignant. Dans le fond, ça va être plus facile. C'est donc un meilleur choix, c'est un choix plus efficace parce que tu vas être moins pogné dans le trafic. Puis d'un point de vue environnemental, live au 21e siècle, c'est cave, mais c'est un peu ça, faire attention à l'environnement, c'est mettre volontairement des bâtons dans les roues dans ce système-là, parce que le système, il a beau être efficace, il est très néfaste d'un point de vue environnemental, donc on veut être plus contraignant, puis on veut
t'inciter, via des réglementations, de l'administration, des différentes mesures gouvernementales, pour t'inciter à faire des choix plus verts. Puis ce choix-là, ce choix gouvernemental-là qui serait fait de la part de l'État, du gouvernement, ben c'est pas un choix environnemental, c'est un choix qui favorise l'efficacité de la circulation routière. Puis c'est un choix, mais moi, c'est pas un choix qui concorde avec mes valeurs, donc c'est pour ça que je suis contre puis juste pour rajouter, oui, ça incite les gens à prendre davantage leur voiture, mais ça incite les gens à aller déménager, en fait, à envisager d'habiter à Lévis en beaucoup plus grand nombre. Il va y avoir de l'étalement urbain sur des terres qui sont agricoles, qui sont zonées agricoles actuellement, puis c'est certain qu'elles vont être dézonées. Et on perpétue vraiment un problème, en fait, là, pour... Puis c'est une solution à quel problème? C'est ça la question, tu sais. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, oui, mais proposer une solution, mais quel problème on essaie de régler avec cette solution-là? Pour moi, ça, c'est pas clair du tout. C'est l'affaire dont on parle le moins. Puis là, on dit au revoir à tous nos 50% des auditeurs des engagés publics qui viennent de Québec. Adieu! Denis, puis Clément, puis Benoît vont venir la semaine prochaine. Ils vont vous dire que c'est bon, le troisième lien. C'est correct, on les aime. Mais... c'est correct, ils le diront à leur tour. J'aimerais ça, genre, ouais, exactement. Là, on est tous des Montréalais. Là. Jake, tu t'en viens, donc on est tous des Montréalais maintenant. Toi, t'es un Montréalais, ouais. Effectivement. Bon, Viviane, Montréalais qui bâche Québec. Là. T'as mis le doigt sur le problème. Puis une des choses dont on parle, en tout cas, dont j'entends très peu sur lequel j'entends très peu de débat. Tweetez-moi, @flarouche, là, ok, tweetez-moi, faites-le, s'il vous plaît. J'ai jamais vu d'urbaniste, d'expert en transport, d'expert là, qui passe sa vie à étudier ou à être pratique là-dedans, montrer, probablement plus les urbanistes, montrer qu'il y a un besoin. Montrez-moi la preuve qu'il y a un besoin. C'est juste, y a-tu un besoin? Avant de dire, tu sais, Montréal, on va avoir le REM, tout croche, mais on va avoir un REM. C'est des milliards aussi. Ça prend aussi quelque chose pour Québec. J'ai entendu ça. Ben oui, on n'est pas contre les gens de Québec. On veut aussi croître. Oui, on va faire de l'étalement urbain pour croître dans la région. OK, une croissance, mais comment on la fait, la croissance? Mais à la base, y a-tu un besoin? OK, ça répond-tu à quelque chose en ce moment, mais aussi dans 100 ans, dans 50 ans, ça va-tu structurellement, là? On veut-tu aller vers ça? On veut changer. Puis je vais amener le débat plus loin. Les deux projets dont on vient de parler, le REM et le troisième lien, ça démontre à quel point le transport au Canada, parce que c'est surtout contrôlé par le fédéral, si je comprends bien, corrigez-moi, parce qu'il faut que le Transport Québec, le fédéral, on a plusieurs compétences qui se combinent. C'est un clusterfuck. Ça l'a toujours été avec la tragédie de Mirabel. Ouais. C'est n'importe quoi. La prévision. En termes d'argent, surtout de financement, oui. Puis quelle vision on a pour les transports puis pour le développement économique du Québec dans les 100 prochaines années, que les changements qu'on va devoir encaisser, c'est pas à coup de projets pas improvisés, mais électoralistes, un peu à savoir électoraliste qu'on va avancer. On se crée des problèmes, là. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est ça, comme tu dis, c'est pas un projet où tu sors de là en disant « Hey man, c'est avant-gardiste ». René Lévesque avec le Parti libéral, Maître chez nous, Hydro-Québec, ça c'est avant-gardiste. Faire un troisième lien comme ça au 21e siècle, c'est pas avant-gardiste. C'est pas un projet de long terme. Ça c'est un projet de court terme électoraliste pour dire « Hey man, j'ai fait un gros projet ». C'est dans une région très très chère. Que c'est avant-gardiste, mais c'était avant-gardiste dans les années 80. Là. C'est pas avant-gardiste en 2021. Là. C'est ça. Pas du tout. Ouais, on est d'accord. On est juste pas là. On devrait déjà peut-être être ailleurs. Vas-y. Absolument. Ben, pour peut-être revenir au sujet qui a parti de cette discussion, François, sur le ton des partis de l'opposition à l'Assemblée nationale, un des autres enjeux qui a beaucoup fait parler. Puis peut-être que là-dessus, je te rejoins partiellement, enfin davantage, c'est la démission, la forcée comme ministre de Pierre Fitzgibbon comme ministre de l'Économie. Ouais. Parler de ton des partis politiques, je pense que là où tu disais que les partis sont peut-être un peu déconnectés, c'est peut-être ici parce que malgré que c'est extrêmement dérangeant qu'un ministre de l'Économie soit
en conflit d'intérêts comme ça, puis qui fasse absolument rien pour corriger la situation, comme si le code d'éthique, c'était rien pantoute. Puis ça s'appliquait aux autres. Son travail, là, ça s'appliquait juste aux autres. Ça, c'est extrêmement dérangeant. Le fait est, par contre, je pense qu'il est perçu comme étant très compétent par la population. Et le milieu, hein? Il est très aimé dans le milieu aussi. Le milieu, je veux dire, c'est pas nécessairement la population en général. Là. On sait que la CAQ est aimée des affaires, mais est-ce que la population, de façon plus large, l'apprécie? La réponse, je pense que c'est oui. Et donc, même si je crois que les gens sont d'accord qu'il faut qu'ils règlent ces questions d'éthique-là au PC parce que ça n'a pas d'allure, il y a beaucoup de gens qui ont quand même hâte qu'ils puissent revenir. J'ai l'impression. Fait que t'es déçu de la réaction de QS? Je dirais pas que je suis déçue parce que je pense que c'est important de le faire. C'est des conflits d'éthique, c'est grave. De la part d'un ministre de l'Économie, c'est grave. Il aurait dû démissionner depuis bien avant. Mais je pense que là où tu as raison, puis je t'accorde le point, c'est que ça semble peut-être pas en diapason avec ce qu'en pense la population, qui est pas tant, qui est oui choquée par les conflits d'éthique, mais qui voit quand même la performance de ce ministre-là comme ne méritant pas peut-être d'être traîné dans la boue sur la place publique. Puis je vais aller plus loin. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec le fond sur l'éthique. Je vais jouer sur les perceptions, puis je vais jouer sur les positionnements, puis je vais jouer sur le message que ça envoie en pleine pandémie. Parce que c'est ce que je vais dire, puis ce que tu dis peuvent coexister. C'est contradictoire, mais des choses contradictoires peuvent coexister dans la vie. Souvent. C'est vrai, les questions d'éthique. Et, je vais pas dire mais, et c'est un drôle de message de faire un victory lap puis de célébrer le fait qu'on a fait tomber le ministre de l'Économie quand on est en pleine relance économique, en pleine pandémie. Puis, ce que je vois, moi, c'est qu'on est content un peu de nuire à ça, parce que c'est pas leur message, of course, mais c'est l'effet sur la population des gens. C'est l'effet sur la situation, puis sur le monde normal, comme dirait Denis. Fait que la déconnexion que je vois qui va être... En tout cas, les partis peuvent... Écoute, le PQ peut continuer de parler juste aux péquistes puis au nombre de membres du PQ qui réduit tous les jours, puis QS peut continuer de parler juste aux électeurs de la circonscription de Catherine Dorion, puis juste aux Montréalais s'ils veulent. Mais à long terme, moi, je pense qu'ils vont avoir des surprises en tabarnak en 2022, ces deux partis-là, s'ils continuent comme ça. Puis ce ton-là où on est plus content, ça se sent là, qu'on est plus content, que c'est plus important pour nous, le parti, que pour les gens. Je suis pas sûr que c'est une stratégie de communication très gagnante. Mais sur le fond, là, ça a pris 4 rapports de la commissaire à l'éthique pour qu'il démissionne. Il aurait dû régler ses affaires bien avant quand même. C'est clair. Sur le ton de l'opposition, je comprends ce que tu dis, puis je pense qu'il y en a une bonne partie qui est vraie, mais sur le fond, voyons donc. Et moi, je suis un peu entre vos deux parce que je comprends exactement sur le fond que tu as des problèmes éthiques. Le ministre Fitzgibbon a des problèmes éthiques. De l'autre côté, comme François, tu viens de dire, pourquoi on se réjouirait de faire tomber un ministre de l'économie en pleine relance économique où c'est extrêmement important? En même temps, est-ce que tu as envie de relancer l'économie avec ton ministre qui a des conflits apparents au niveau éthique? Fait que là, c'est un jeu, genre vraiment une question un peu existentielle, une question éthique, une vraie question éthique. Moi, je peux faire du pouce sur l'enjeu. Là où moi, je vois un problème, je sais pas si c'est plus ou moins un peu rapport avec ça, mais comme c'est important qu'il n'y ait pas de conflit éthique entre le ministre et donc la relance économique. Mais en même temps, j'ai toujours eu l'impression, en tout cas, je veux dire, tu sais, un économiste ou un comptable ou un financier, c'est des gens qui ont des actions, des obligations, qui investissent dans la vie, puis c'est des gens, genre, moi, j'ai mon portefeuille d'investissement, puis genre, j'ai des actions, puis j'ai des obligations dans la vie, j'étudie en économie, c'est des gens qui sont dans ce milieu-là. Veux pas, ça va arriver que des économistes, des financiers, des gars de la finance, même n'importe qui, tu peux avoir des actions puis des obligations. Puis de les placer là, ben là, je comprends qu'il y ait l'enjeu
du conflit d'intérêts, puis que ça peut arriver, puis je suis pas pour les conflits d'intérêts, vraiment pas. Mais là, moi, où je voudrais pas qu'on aille, mettons, je voudrais pas aller jusqu'à une situation où il y a tellement de règlements qui font en sorte que ça crée un désincitatif énorme pour n'importe quel entrepreneur d'aller en politique. Exact. Je dis pas que je veux les conflits d'intérêts, là, mais je dis juste que si tu mets tellement de réglementation, je fais un peu l'avocat du diable, là, parce que je suis quand même 100% d'accord avec Viviane, mais si tu mets autant de réglementation de telle sorte que n'importe quel entrepreneur a aucunement envie d'aller en politique parce qu'il sait qu'il va falloir qu'il se départisse de ses actions qu'il a peut-être acheté il y a 10-15 ans puis qui continue à fructifier puis que ça fait partie de son portefeuille d'investissement, ben là, il y a un problème. C'est un peu comme si, là, je fais une grosse métaphore, c'est un peu comme si tu reproches au ministre de la Famille de dire, ah, ben toi, tu vois, t'aimes un petit peu trop les enfants, fait que toi, on te mettra pas là parce que check, ça va peut-être un conflit d'intérêt, tu comprends? Là, je pousse loin. Mais moi, l'enjeu, je la vois vraiment, il faut des gens de partout, de toutes les sphères du Québec pour représenter toutes les sphères du Québec, des gens issus de plein de communautés, puis il faudrait pas faire en sorte que, de par des réglementations, on empêche des gens du milieu des affaires de venir s'impliquer en politique. Mais tout le monde va être d'accord avec ça, ou presque tout le monde peut-être. Mais le code d'éthique sert à protéger les intérêts de Québécois, de gens qui pourraient avoir des conflits d'intérêts. Donc, pour éviter que quelqu'un qui est en position de donne des contrats à des entreprises dans lesquelles il y a des parts. Si le code d'éthique fait ça, ben c'est pas comment je dirais, c'est pas exagéré, c'est pas des règles qui sont de trop, qui sont trop lourdes ou trop intenses. C'est normal, c'est ça qu'un code d'éthique doit faire. Maintenant, est-ce que celui-ci doit être à réviser? C'est pas impossible, mais il aurait dû se débarrasser de ses actions. Quand t'as des blâmes de la commissaire à l'éthique, c'est grave. Ouais. Et il faut que tu fasses quelque chose. C'est pas une question. C'est pas nécessairement. C'est pas des actions qu'il détenait en tant qu'entrepreneur de ces entreprises-là. Là. C'est des investissements qu'il avait. Puis je comprends pas que ça ait pris autant de temps. Outre que ça se rende là. Outre le fait qu'il essaie de s'en départir depuis des années, hein, depuis qu'il est en politique, puis que effectivement, là, il y a peut-être une réforme à faire dans la loi. Jay, tu dois savoir ça. Il peut mettre probablement ça dans un fonds ou un trust. Une fiducie sans droit de regard. Comme PKP. Le cas PKP, c'était ça. Ouais, c'est exactement le même genre d'enjeu. Puis on est arrivé au dilemme de est-ce qu'on l'empêche lui? C'est parce que là c'est pire parce que là, lui, en ce moment, il est ministre de l'économie. PKP était juste chef de l'opposition. Ouais, il était chef de l'opposition. Sauf que je me souviens, à ce moment-là, tout le monde tapait sur le clou de PKP, soit avec raison ou sans raison, mais là, c'est différent parce que là, c'est un ministre de l'économie. Puis, c'est ça. Moi, c'est vraiment l'enjeu de est-ce que ça existe un ministre de l'économie qui a aucune action puis aucune obligation? C'est pas la question qui est posée, ultimement. Ben, il faut juste normaliser, dans le fond. Il faudrait créer un processus où on sous-entend que c'est normal, on s'attend à ça, puis que peut-être dans une réforme, on indique, tu vas mettre ça dans une fiduciaire sans droit de regard, puis c'est comme ça que ça marche, tu vas être ministre, puis c'est le seul moyen, puis c'est entendu, puis parce qu'à un moment donné, si c'est, comme tu dis, c'est normal, prévoyons-le, mais donnons une sortie là, à ces gens-là pour qu'ils puissent venir s'impliquer en politique, là. Exactement. OK, passons à d'autres choses. Je vais aller plus rondement, là, dans le sens où on va y aller à la jasette, puis on arrêtera d'enregistrer, mais il y a dans les dernières semaines aussi, là, tout le débat autour de la langue qui est ressorti, donc avec cette fameuse mise à jour de la loi 101 qui devrait passer bientôt, dans les prochains mois, j'imagine. Si l'annonce a été faite, j'imagine qu'on étudiera ça après la prochaine session parlementaire. Est-ce que ça l'a... premièrement, est-ce que pour vous deux, c'est-tu important? Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Puis deux, je vais vous poser la question comme ça. Êtes-vous satisfait avec le débat qui s'est fait avec les oppositions, les critiques, c'est soit c'était correct, soit on n'allait pas assez loin, soit on allait trop loin. Donc, je suis curieux de vous entendre un après l'autre. Après ça, je commencerai avec Viviane. Voir. Moi, j'ai étudié en linguistique. C'est une question qui m'intéressait beaucoup. J'ai travaillé 1 an pour le Mouvement Québec français, d'ailleurs. Donc, j'avais suivi le dossier de près quand même. Et bon, c'est sûr que j'ai pas nécessairement toutes les positions du Mouvement Québec français aujourd'hui.
Puis le MQF lui-même va décrier que le projet ne va pas assez loin, et ainsi de suite. C'est sa job de le faire. S'il disait pas que le projet de loi allait pas assez loin, l'opposition au projet de loi... Ta fenêtre d'Overton, Viviane. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ma fenêtre d'Overton, c'est sa job. Il est radical, faut qu'il dise que ça arrive pas assez loin, sinon il fait pas sa job. Voilà. Pour ma part, par contre, je dois admettre que j'ai été agréablement surprise par le projet de loi. Je peux pas, j'ai pas nécessairement tous les détails, mais ce que j'en ai compris, j'ai trouvé qu'ils avaient pris le temps vraiment d'aller régler certains problèmes structurels en mettant la nuance là où il fallait savoir l'appliquer. Et donc, ils arrivent à s'éviter certaines oppositions frontales. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À rassembler quand même assez largement un consensus. Je pense notamment à la question des cégeps en anglais. Donc, des francophones, parce que, bon, c'est une question qui se pose, c'est un débat récurrent depuis longtemps, qui est revenu au PQ récemment, qui est une prise de position récente là, du Parti québécois, que la loi 101 devrait s'appliquer au cégep. Elle s'applique à l'école primaire, au secondaire. Il faudrait qu'elle s'applique au cégep, ce qui empêcherait les francophones et les allophones, donc tout le monde sauf les anglophones, de fréquenter des cégeps anglophones. Il y a une logique derrière ça, il y a une légitimité derrière ça, sauf que c'est très, très ancré dans la société qu'on a le droit, on a le libre choix de la langue rendue à l'état du cégep, puis ce serait très difficile, il y aurait une opposition assez farouche si cette mesure-là avait été directement dans le projet de loi. Donc, personnellement, j'avais toujours été pour une position plus nuancée. Je serais pas contre l'application de la loi 101 au cégep, sauf que je pense que c'est très, très difficile comme combat à mener, puis il faut être vraiment, faut avoir le couteau entre les dents si on veut aller faire ça. Moi, j'ai des combats que je trouve plus importants, notamment l'indépendance. Je pense que c'est plus... ça donne plus de points à la langue française, je vais dire ça comme ça. Mais donc, j'avais toujours été pour une plus nuancée, pour des mesures plus nuancées qui tracent des lignes fines dans ce dossier-là. Et c'est un peu ce que le projet de loi propose, dans le sens que les cégeps anglophones vont devoir prioriser la clientèle des ayants droit anglophones. Donc, les mêmes que ceux qui peuvent aller à l'école en anglais au primaire et au secondaire, c'est-à-dire ceux dont au moins un des deux parents étudie en anglais au Canada. Donc, ça, c'est quand même, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Je sais pas comment ça va être appliqué, mais sur le fond, c'est une bonne idée parce que ça règle en fait les deux problèmes. Ça règle le premier problème qui était de faire en sorte que, parce que la langue d'études au cégep, c'est beaucoup la langue qu'on va utiliser par la suite dans notre vie professionnelle, dans notre vie de tous les jours. C'est la langue d'intégration parce que c'est une période qui est très importante dans notre vie, là, dans la société. Donc, ça règle d'une part le fait que la part de la population francophone et allophone qui veut fréquenter les cégeps en anglais allait en s'accroissant d'année en année de façon très, très importante, tout en faisant en sorte que, parce que si on ne faisait que contingenter les cégeps anglophones, on aurait un phénomène où c'est seulement l'élite de la jeunesse québécoise qui pourrait fréquenter les cégeps anglophones, et ça viderait les cégeps francophones de cette élite-là. Donc, des étudiants très performants qui ont un brillant avenir devant eux, parmi les plus brillants. Donc, là, c'est comme... Il y a un peu évité ce scénario-là, puis je trouve que c'est une plutôt bonne solution. D'autres mesures qui sont dans le projet de loi puis que j'ai trouvé qui étaient pertinentes, qui sont des choses qui étaient nécessaires, et je suis contente qu'il les prenne de front, c'est la création d'un poste de commissaire à la langue française, parce que l'OQLF, qui est l'Office québécois de la langue française, évidemment, a le rôle de franciser les entreprises et d'évaluer son propre succès à le faire. À quelque part, c'est un petit peu... comme ils disent en français, « Who watches the watchman ?»
Exactement, parce que c'est l'OQLF qui produit les rapports sur la situation du français au Québec pour l'instant. Et ça faisait en sorte que, dépendamment des gouvernements qui étaient en place, des partis au pouvoir, mais ils produisaient des rapports de ton plus ou moins alarmant, plus ou moins rassurant. Des fois même, ils ont caché les études qu'ils ont faites, c'est-à-dire qu'ils ont... Ils ont, je pense que, publié sans vraiment faire des sorties médiatiques pour regarder ça discrètement. Donc, ça va être juste plus simple. Le poste de commissaire qui serait détaché du gouvernement qui est au pouvoir, du parti au pouvoir, puis qui relèverait vraiment de l'Assemblée nationale, c'était pas mal un must, je dirais. Puis une autre chose qui était très importante pour moi dans ce projet de loi, c'est le renforcement de l'article 16 qui concerne l'exigence d'une langue autre que le français pour le travail. L'anglais en l'occurrence, là, dans la réalité, on va se le dire, là. Là où ce n'est pas nécessaire, donc le projet de loi déposé par la CAQ qui prévoit de renforcer un peu cet article-là. Après ça, dans les détails, comment ça va être appliqué, ça c'est une excellente question. Mais j'imagine qu'il y aura... déjà de dire qu'il va falloir que les entreprises démontrent la nécessité d'exiger une autre langue que le français pour l'obtention d'un poste ou d'une promotion, c'est probablement un pas en avant. J'imagine qu'il y aura une négociation, là, le ministre se fera questionner sur ces applications-là, et qu'on aura un peu plus de détails. Mais je comprends, Viviane, que là, j'imagine que dans 20 ans ou dans 10 ans, ça sera le cas. Tu vas être élu à l'Assemblée nationale. Mais si tu étais une élue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je comprends-tu que tu voterais pour ce projet de loi-là? Moi, je pense que je voterais pour. C'est sûr qu'après ça, je voudrais... je ne l'ai pas lu, là. C'est justement pas ma job en ce moment de lire des projets de loi. Mais l'esprit de... Si ça l'était, je serais peut-être davantage critique à l'égard de ce projet de loi, mais honnêtement, tu dirais que c'est de la merde. Agréablement surprise de ce que j'en ai entendu. Jay. Je ferais ma job de partisan. C'est oui, là. Tout, c'est de la merde. Puis tout ce que la CAQ fait, c'est pas bon. Jay. Moi, si je pouvais voter pour, je voterais pour, parce que c'est mieux que rien. On passe d'une situation initiale où c'est là, puis mettons, on devrait être là. Comme ça. Ben là, mettons, on s'en va là. Mais tu vois, il en manque. Mais au moins, on monte quand même. C'est pas parfait. Ça pourrait aller plus loin. La CAQ a martelé le fait que on n'était jamais allé aussi loin pour défendre le français de manière institutionnelle au Québec. Fait que je suis pas contre ça. Je vais voter pour. Moi, je pense pas qu'on est allé aussi loin. Il y a des gros chiffres. J'ai travaillé un peu sur ces dossiers-là de la langue quand j'ai travaillé un peu à l'Assemblée nationale. Puis j'avais lu un peu un livre de Frédéric Lacroix qui expliquait un peu l'état du Québec au niveau de la langue française. Puis comme pour de vrai, genre c'est pas cool. Là. Genre on fait rien. Dans 50 ans, on parlera plus beaucoup français. Dans 150 ans, on parlera plus français. Genre si tu veux continuer à parler français puis à continuer à t'identifier puis t'es chez toi, c'est mes racines, c'est mon patrimoine, ça me représente puis je veux faire en sorte que ma progéniture puisse se reconnaître là-dedans. Je veux faire en sorte que les Européens, puis les Italiens, puis ceux qui viennent du Pérou, qui viennent ici, puis ils disent « Hey man, c'est nice, je peux parler français, il y a une place pour parler français ici », puis qui vivent cette immersion culturelle-là, ben il faut la parler, puis il faut faire en sorte que les gens la parlent, il faut faire en sorte que les gens utilisent cette langue-là pour travailler, puis il faut mettre des mesures fortes comme ça. Puis je pense que la CAQ est passée assez loin là-dessus. Je suis pas contre ce qu'ils ont fait, mais moi, je serais allé personnellement plus loin parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, puis qui est important pour beaucoup de gens au Québec. Jay, le livre dont tu parles, l'auteur, c'est qui? Frédéric Lacroix. Puis, est-ce que c'est ce livre-là où lui, il fait référence, dans le fond, il étudie les tendances de la langue parlée à la maison, c'est tout ça? Université, les collèges, au travail. C'est un beau livre. Parce que je ne l'ai pas lu au complet. Je vous permets... Il étudie plusieurs tendances, mais vas-y. Ouais. Parce que je me permets, vu que vous êtes... Tu sais, Jay, tu as travaillé quand même sur le sujet. Viviane, avec ce que tu expliques comme parcours, je me permets... Puis moi, je me pose moi-même la question, puis des fois, je n'ai pas le temps de checker, là. Je vous pose la question. Y a-tu vraiment une baisse du français au Québec? Puis est-ce que le français est vraiment en diminution, en déclin? Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? On dit qu'il y a un débat entre... Oui, quand tu regardes la langue à domicile, mais c'est pas très important parce que tu as des gens qui, dans les espaces communs, peuvent parler le français. Donc, qu'est-ce qu'il y en est? Je peux l'expliquer, en fait. C'est pas la langue à domicile en soi
qui m'importe parce que effectivement, si on regarde juste ça tout seul, l'anglais en perd à peu près autant que le français, puis c'est vraiment au profit des langues tierces. Donc, on comprend que c'est l'immigration qui fait que les deux langues canadiennes sont en baisse dans les langues parlées à domicile. C'est pas ça en soi qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, puis on utilise cette mesure-là pour avoir une idée des transferts linguistiques. Les transferts linguistiques, c'est, bon, je vais donner l'exemple de ma mère. Ma mère est d'origine bulgare. Sa langue maternelle, c'est le bulgare. Dans les recensements, c'est ça qu'elle va mettre. Sauf que, bon, nous autres, ça n'a pas toffé longtemps. Ça n'a pas toffé 2 générations. Dans certaines familles d'immigrants, ça va toffer plus longtemps. Peut-être que moi, ma langue maternelle aurait pu être le bulgare, puis mon fils aussi. Mais éventuellement, généralement, dans une société d'accueil, il y a une génération qui va adopter l'une des langues de sa société d'accueil comme langue première. Donc, ce qui est important, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un transfert linguistique. Et à l'heure actuelle, bon, il y a 50% des transferts linguistiques qui sont faits vers l'anglais au Québec plutôt que vers le français. Tandis que quand on regarde dans le reste du Canada, ce nombre est à peu près 90% et plus vers l'anglais, ce qui est normal. Donc, c'est cette normalité-là qu'on vise au Québec. Mais ça, c'est juste l'immigration, puis on surestime beaucoup, enfin, je dis c'est juste l'immigration, on surestime beaucoup l'impact de l'immigration sur le français, parce que en ce moment, ce qui est surtout préoccupant, c'est le français comme langue de travail. Ça a beaucoup baissé, particulièrement dans la région de Montréal, en fait, où, vous le savez, le bilinguisme est totalement la norme. Encore là, c'est problématique parce que là, il y a des questions de justice sociale et d'intégration aussi. Dans le fond, encore là, on dit aux personnes qui émigrent au Québec, vous êtes supposés d'apprendre le français, mais si vous parlez français puis pas anglais, vous trouverez pas un emploi. Donc, c'est beaucoup plus problématique. C'est la langue de travail, en fait. OK. Qui est aussi la langue de l'espace public. Je pense que ça règle. Tu réponds à ma question, puis je fais un petit virage de 360. À 360, je vais revenir à ma place, avec un 180, ça va être mieux. Est-ce que d'autres sujets là, puisqu'on a, comme je disais tantôt, on a passé un petit bout à se préparer. Fait que y a-t-il d'autres sujets qui vous tenaient à cœur cette semaine, où vous voudriez qu'on lance un petit débat? Ça peut être par rapport à, par exemple, la crise qu'il y a eu à Québec solidaire avec le collectif antiracisme colonial, où malheureusement, ça va être super trash, là, mais le reste des 215 enfants découverts en Colombie-Britannique, est-ce qu'il y a un sujet qui vous a vraiment marqué dans le reste de dans ces dernières journées? Moi, j'en ai un, François. J'espère que Mark Scheifele va être suspendu pour le plus de games possible, parce que c'est dégueulasse qu'est-ce qu'il a fait à Jake Evans. Au moment où les gens vont nous écouter puis que cette vidéo-là va sortir, ce podcast-là va sortir, on va probablement déjà savoir ça va être un peu quoi la sentence qu'il va avoir reçue. Présentement, on le sait pas. Mais j'espère. Il n'y a pas de justice dans ce bas monde. Genre, la Ligue a toujours été pissou, surtout que là, c'est des séries puis que c'est un gros joueur de Winnipeg. Fait que de légiférer là-dessus, ce serait influencer le résultat de la série. Puis ils voudront pas faire ça, mais en soi, genre le joueur Jake Evans, peut-être qu'il jouera même plus du reste des séries. Potentiellement les autres séries vont continuer à monter. Donc c'est grave, qu'est-ce qui se passe? C'est un gros enjeu, puis j'espère que la Ligue va légiférer de manière intense, parce que là, les prochaines games, moi j'ai vraiment hâte de les voir. Ça va être très intense. Puis comme ce sera pas. Tu sais, le coup de Perry envers Tavares, tu sentais de l'empathie puis tout, puis genre tu sentais que les deux trouvaient ça dégueulasse. C'était un accident. Là, tu sentais aucune empathie. Le but du gars, c'était d'y rentrer dedans, de se faire mal. Là, ça détruit la game, ça détruit l'ambiance de la série. Puis c'est un tout autre hit, vraiment complètement différent, où l'esprit derrière le geste est vraiment différent. Donc, j'espère qu'il va être pénalisé le plus possible, même si je pense, de manière rationnelle, que ce sera pas le cas, malheureusement. Viviane, t'avais-tu quelque chose, toi? Ouais, mais c'est juste, je peux pas m'empêcher de revenir sur ce qui s'est passé en Colombie-Britannique. Okay. Les os d'enfants qu'on a découverts, maintenant que je suis mère, ça m'a traversé. Des enfants, là. Lance glacée. Des enfants jeunes, là, c'est l'enfer. Certains qui avaient à peine 3 ans, c'est une horreur sans nom.
J'espère qu'on va faire mieux. Là, il y avait une dizaine, je pense qu'il y avait 16 écoles résidentielles, pensionnats autochtones, en fait, au Québec, qui vont être fouillées également pour voir si on va trouver aussi des enfants qui auraient été décédés et enterrés à ces endroits-là. Et j'espère qu'on va être capable de trouver des réparations, des vraies réparations, là. Ça a beaucoup fait l'actualité cette semaine là, avec la fin du rapport d'enquête sur le décès de Joyce Echaquan aussi. Là. Il y a quelque chose qu'on fait tout croche là, au Canada, mais au Québec aussi. Puis il faut qu'on arrête de dire que c'est une compétence du fédéral. C'est vrai, c'est une compétence du fédéral, mais depuis quand le fédéral, il traite bien ses compétences? Faut qu'on fasse de quoi? Faut qu'on s'améliore. Puis je veux dire, puis je dis ça depuis quand le fédéral s'occupe bien de ses compétences, mais c'est pas vrai que c'est juste ça. Je veux dire, on en a fait des erreurs, on en a fait des choses graves aussi, puis on a de la réparation à faire. Nous, les Blancs. Donc, j'espère vraiment qu'il y a quelque chose qui va se faire rapidement. Tu sais, je vais boucler la boucle. Jay, je te passerai à POC tantôt, mais avant de faire ça, je vais boucler la boucle sur mon sujet, mon thème de la déconnexion en politique. Je comprends. Des fois, c'est le fun, des fois, on veut juste savoir ça, mais le but de la politique, c'est pas supposé d'avoir juste raison. T'sais. Puis ces gens-là, il y a eu un débat il y a pas longtemps, il y a quelques années, quand on a commencé les engagés publics, y avait-tu un génocide, y en avait-tu pas? Puis le débat était sur le terme. Puis ces gens-là, les a tués, là, pour différentes raisons, là, probablement un peu plus par racisme, parce qu'on voulait voler de leur terre pour les écraser. Mais il y a eu génocide. Ces gestes-là ont été posés. Puis on s'en fout. Tu sais, à un moment donné, c'est comme faut pas juste avoir raison, pas juste. Des fois, on est supposé faire cette politique-là, je le disais dans ma formation, là, la politique, c'est juste nous autres qui essayons de s'organiser entre nous autres. Hein, fait que ces gens-là, on les a maltraités, on les a écrasés. C'est le temps qu'on leur rende justice, c'est le temps qu'il y ait des excuses nationales, c'est le temps de transformer ça en quelque chose de positif. Meaning, c'est-à-dire, le plus beau geste qu'on pourrait faire, là, c'est des nouvelles ententes, c'est des nouveaux pactes, c'est d'arrêter de les faire crever ou vivre comme des pauvres actuellement. T'sais. Puis se rendre compte de ce que les générations passées ont fait, c'est une chose. Créer un meilleur avenir ensemble pour concrètement améliorer la vie de ces gens-là, je pense que c'est encore mieux. Puis passer le deuil, passer la réconciliation. Je pense que c'est ça qu'il faudra faire. Puis prenons un exemple sur ce que nos voisins du Sud ont à faire comme réconciliation ces temps-ci avec leur propre passé. On a notre propre passé, nous autres aussi. Puis essayons de bâtir juste une meilleure vie que de décider c'est pas notre faute, puis on s'en fout qui a raison, qui a tort. Je pense que maintenant, c'est de juste s'assurer que ces gens-là soient bien, puis soient mieux, puis soient respectés enfin. Jay? Oui, je suis 100% d'accord avec toi. 100% François. Puis c'est pour ça que c'est important, comme le dit le nom du podcast, de s'engager en politique pour changer les choses, parce que c'est pas avec du statu quo, comme on a pu l'observer sur cet enjeu-là avec les dernières décennies, qu'on va changer ce genre d'enjeu-là, ce genre de problème-là, parce que ça en est un problème réel. Puis c'est pour ça qu'il faut s'engager en politique le plus possible. Je suis 100% d'accord avec toi, François. D'autres choses? On se laisse là-dessus? Ouais. Sur cette note haute, mais c'est ça, hein, la politique, c'est des gens qui s'organisent entre eux. Des fois, on fait des erreurs, puis on essaie de s'améliorer après ça. Donc, c'était notre épisode cette semaine. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous avec nos médias sociaux sur la page Facebook, Twitter, YouTube, Instagram pour recevoir notre infolette, pour consulter notre boutique. Je vais faire des nouveaux t-shirts pour commencer en politique, savoir les bases de l'organisation politique et vous engager, visitez engagépublic.com. Merci encore, Jay. Merci encore, Viviane. À bientôt, François. Salut, François, merci. Aux auditeurs, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.